Nous sommes le 6 juin 1944. Depuis minuit, le silence de la campagne normande est brisé par les bruits d'avions de la 101e Airborne dans le Cotentin ou les explosions de la prise des ponts de la 6e Airborne anglo-canadienne. En plus de cela, la nuit n'a pas été de tout repos dans le village de Sainte-Mère-Église. En effet, depuis 23 heures, la maison de Madame Pommier est en feu et l'ensemble du village est donc mobilisé pour tenter de l'éteindre, sous la surveillance de la garnison allemande de la ville. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Aujourd'hui, nous sautons sur le Cotentin. En Normandie, et plus exactement dans la presqu'île du Cotentin, les unités de défense antiaérienne côtière voient passer des vagues de C-47 qui s'enfoncent dans les terres. Il est passé 1h du matin, et tandis que sur la côte est, la 101e Airborne essaye de se rassembler pour remplir les objectifs de la nuit, au centre se déroule l'opération Boston avec la 82e Division Airborne. Elle consiste au parachutage d'une des meilleures unités américaines afin de s'emparer d'un objectif majeur et de le défendre durant tout le temps nécessaire jusqu'à la jonction avec la 4e division d'infanterie qui débarque à Utah Beach. La 82e division Airborne est déjà célèbre aux États-Unis via ses actions en Sicile et à Salerme en Italie. Ces hommes ont déjà subi le feu du combat, et cela est nécessaire au vu des objectifs alloués lors du jour le plus long. Mais revenons un peu en arrière pour voir l'historique de cette unité. La 82e division aéroportée est une division d'infanterie légère spécialisée dans les opérations aéroportées associées à l'armée de terre américaine. Créée comme simple régiment d'infanterie, durant la Première Guerre mondiale, elle est composée de jeunes recrues volontaires venant de l'ensemble des États-Unis. Cela est une première en 1917 et c'est pour cela que son insigne représente 2A pour All Americans. Au printemps 1918, elle subit son baptême du feu à Saint-Mihiel, puis participe à l'assaut Meuse-Argonne qui mènera à l'armistice. Après-guerre, elle est démantelée et mise à disposition dans la réserve opérationnelle. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis, la division est dès lors réactivée le 13 février 1942. Et dès le 25 mars, elle commence son entraînement au camp Claiborne de Louisiane. En août, la 82e division d'infanterie est transformée en première division aéroportée. Et à la fin du mois, un tiers de ses officiers partent afin de recréer la 101e Airborne qui a été démantelée la semaine précédente. En 1943, la division est opérationnelle et participe aux opérations préalables au débarquement en Sicile, l'opération Husky, et ensuite en Italie. En novembre 1943, une partie de la division est redéployée en Angleterre en vue du débarquement. Le 504e bataillon, lui, va rester en Italie pour soutenir le front à Anzio. C'est donc le 505e expérimenté qui va être encadré par deux nouveaux bataillons de bleus, le 507e et le 508e bataillon de parachutistes, composés de nouvelles recrues. La division est constituée des deux composantes majeures d'une division aéroportée, et présentée sur la première vidéo de la chaîne. Les PIR, Parachute Infantry Regiment, avec environ 6000 hommes, et les GIR, Glider Infantry Regiment, avec 4000 hommes. Avant l'action principale de la division, le bataillon des éclaireurs doit prendre le terrain pour sécuriser les zones de largage prévues. Dans l'épisode numéro 1 dédié à la 101e Airborne, nous avons vu ce que sont les Pathfinders, les éclaireurs devant préparer le terrain pour le reste de la division.
Les Pathfinders sautent entre 30 et 45 minutes avant le gros de la troupe, sans repère défini. Leur action est primordiale et conditionne la réussite ou l'échec d'un largage de bataillon. Et avec la 82e, nous avons le meilleur parachutage du débarquement, et aussi les pires. Pour cela, regardons plus en détail les objectifs de la nuit. Pour la 82e, il y a 3 drop zones de planifier. La drop zone O se trouve à l'est de la rivière Mer de Ray et au nord-ouest de Sainte-Mère-Église. La drop zone T se trouve à l'ouest de la rivière Mer de Ray et au nord-est de Amfreville. Et la drop zone N se trouve à l'ouest de la rivière Mer de Ray et au nord de Pont-l'Abbé et de Picouville. La mission principale est la prise de Sainte-Mère-Église et des 2 ponts enjambant le Mer de Ray à la Fière et à Chef-du-Pont, afin de couper les renforts de la 91e allemande se trouvant à l'ouest de la rivière. Dans la drop zone O du 505e, les 3 sticks d'éclaireurs sont lagués à 1h20 exactement dans la drop zone O. Ils commencent immédiatement leur travail de balisage et cela sera la base du succès du parachutage. Dans la drop zone T, les éclaireurs de la 507e jouent à cache-cache avec les Allemands de la 91e qui patrouillent la zone depuis les passages des C-47 de la 101e. Seule une seule zone sera balisée avec son émetteur actif. Dans la drop zone N, c'est encore plus difficile. La proximité du QG de la 91e et les nombreuses patrouilles dans la région fait qu'aucune drop zone ne sera active lors du parachutage du 508e. Regardons maintenant plus en détail le résultat du parachutage de la 82e. La drop zone O est bien en place au nord-ouest de Sainte-Mère-Église et permet le meilleur succès des parachutages du débarquement. Sur les 118 sticks du 505e, soit environ 2120 hommes, 60 sticks sont sur zone sur un rayon d'1 km. 30 sticks sont légèrement hors zone et se trouvent dans un rayon de 3 km par rapport au centre de la drop zone O. Au total, 75% de l'effectif du 505e peut se rassembler et commencer rapidement les manœuvres de mission prévues. L'autre bonne nouvelle était qu'était prévu dans la drop zone O, le QG de la 82e, le bataillon du 307e du génie et surtout le bataillon du 346e d'artillerie avec ses 2 obusiers lourds. La seule perte importante est un stick de la compagnie F du 505e qui largue ses soldats au-dessus de Sainte-Mère-Église. Malgré un point balisé, les C-47 du 507e dédiés à la drop zone T subissent une très forte flaque qui disperse les sticks partout dans le Cotentin. Le 507e enregistrera le pire parachutage du jour. Seuls 3 sticks atterrissent sur zone. Les autres sont éparpillés partout dans le Cotentin avec une grosse majorité directement dans le marais inondé autour du Mer de Ray et où beaucoup se noient à l'atterrissage. Environ 30 sticks dépassent largement l'objectif et sautent en pleine zone de la 101e Airborne. Tous les sticks seront intégrés aux missions de la 101e. Le pire largage est celui qui va apporter environ 180 paras à plus de 20 km de l'objectif, dans le village de Grain au sud de 40 ans. Aux éparpillés, le 507e n'est pas en mesure d'assurer sa mission, à savoir interdire les abords nord-ouest de la chaussée de la Fière. Pour le 508e, les avions sont moins bousculés par la flaque, car ils ont choisi l'option de voler au-dessus des nuages à plus de 700 mètres d'altitude. Le parachutage qui s'effectue entre 2h08 et 2h20 est effectué beaucoup trop haut. La 101e a par exemple largué ses sticks à une hauteur de 150 mètres. Là, nous sommes 5 fois plus haut. Les vents vont donc éparpiller les sticks à divers points du Cotentin. 33 sticks arrivent quand même sur zone malgré l'absence de balisage. La moitié du régiment, soit environ 65 sticks, atterrissent trop loin de la drop zone jusqu'à plus de 15 km au-delà. Ou bien sont complètement isolés des autres et perdus dans la nuit. Malgré tous ces problèmes de la 508e, les paras s'organisent petit à petit dans leurs zones respectives. 4 groupes opérationnels sont mis en place grâce aux radios. Le colonel Lindquist prend en charge le groupe L. Il a atterri à côté dans la drop zone T du 507e. Le major Warren sera le groupe W. Le lieutenant-colonel Shanley deviendra le groupe S. Et le dernier, le groupe G, sera dirigé par les 2 capitaines Novak et Simons. Cela ne va pas être suffisant pour assurer la mission. Il est environ 3h30 du matin quand les opérations commencent. Alors qu'ils entendent passer les C-47 depuis plus d'une heure, comment ont réagi les Allemands et comment se sont-ils comportés face à la 82e? Dans notre premier épisode dédié à la 101e, nous avons déjà évoqué la répartition et la composition des divisions allemandes dans le Cotentin.
La 82e a la plus mauvaise option, car elle va être confrontée aux meilleures troupes d'infanterie de la 91e parachutiste, au 191e bataillon d'artillerie et aussi au petit régiment de chars français de la 100e Panzer. La 91e division, d'environ 10 500 hommes, est la meilleure division d'infanterie du Cotentin. Elle fait partie du 84e corps du célèbre général Marc. Son commandant est le général Wilhelm Fallet. En soutien de la 91e division, il a la 100e division de Panzer, constituée avec les réserves de chars français capturés en 1940. Elle se compose donc de S-35 et de chars Oshkitz H-39 repeints aux couleurs de la Wehrmacht. Le QG de la 91e se trouve au château de Bernaville, à côté de Picoville. Il est au centre des deux drop zones de la 507e et de la 508e. Même si le général Fallet et son aide de camp, le major Barbuza, sont partis le 5 juin en début de soirée pour le Kriegspiel, les nombreux passages des C-47 de la 101e vers 1h du matin ont mis les Allemands en alerte maximale. Et ils sont prêts à recevoir la 82e qui saute à l'ouest du Merderet. Le général étant parti, les officiers de garde font leur travail. Ils envoient des patrouilles pour faire face au parachutage allié. La meilleure initiative sera la coordination d'une attaque sur le pont de la Fière. Dans un premier temps, un renforcement des troupes d'infanterie de garde au pont de la Fière va bloquer les Américains durant la matinée. Ensuite, après la perte de celui-ci, une colonne composée d'éléments du 1057e régiment du 91e, appuyée par la 191e d'artillerie et du 100e Panzer, vont tenter de reprendre le pont. Mais ils n'arriveront pas à pousser plus loin. Les assauts dureront plusieurs jours et seront très violents. L'envoi de patrouilles dans toute la zone et la mise en défense des villes va grandement gêner les Américains. Mais revenons au mouvement de nos parachutistes. Quelles ont été les actions de la 82e durant la journée du 6 juin ? La réussite du largage de la Drop Zone O va favoriser la prise rapide de la ville de Sainte-Mère-Église, principal carrefour routier entre Carentan et Montebourg sur la Nationale 13. Dès l'arrivée sur la Drop Zone O, le 505e s'organise sur plusieurs axes. La masse initiale des paras, de plus de 1250 hommes, permet le lancement de la prise des objectifs prévus. Le major Frédéric Kellmann, commandant du 1er bataillon du 505e Pire, prend la direction du pont de la Fière sur le Merderet. Il doit aussi prendre le pont de Chef du Pont plus au sud. Mais, à cause du manque d'effectifs, il concentre ses hommes uniquement sur le pont de la Fière. Dès le lever du jour, une première attaque est lancée par le lieutenant Dolan et le lieutenant Wissner et leurs hommes. Mais ils sont repoussés par les éléments du 1057e en défense du pont. Ils vont se mettre en retrait sur les hauteurs, à l'est à côté de la voie de chemin de fer. Pendant ce temps, le 3e bataillon du 505e, sous les ordres du lieutenant-colonel Cross, se regroupe et progresse plein sud et rentre dans les faubourgs de Sainte-Mère-Église. Ils sont accrochés en lisière de la ville à l'ouest vers 3h30, tandis que dans le même temps, les bataillons allemands qui défendaient la ville s'enfuient vers le sud. Complètement vidés de ses défenseurs, à l'exception d'un peloton de volontaires russes qui se défendra jusqu'au dernier dans une maison sans surnom, car on leur a dit que les Américains tuaient les prisonniers. La ville de Sainte-Mère-l'Église tombe quasiment sans combat à 4h du matin. À 5h du matin, le drapeau flotte sur la mairie. À 6h du matin, le message disant que Sainte-Mère-Église est sécurisée est envoyé. Reste maintenant qu'il faut la défendre contre les contre-attaques qui ne vont pas tarder à venir. Justement, la Land Zone O est en place prête à accueillir l'équipement lourd de la 82e via l'opération Détroit et l'arrivée des planeurs. L'opération Détroit est un succès pour les hommes avec seulement 3 morts à l'atterrissage sur 220 prévus. Mais 50% du matériel a été endommagé. Il reste toutefois 11 jeeps sur 22 en bon état, 8 canons anti-chars de 57 mm sur 16 et 10 tonnes de matériel lourd comme des radios, des mitrailleuses, des mortiers légers, des munitions et des explosifs, de quoi tenir plusieurs jours. Plus au nord, dans la Drop Zone O, en plein marécage, le lieutenant-colonel Van der Voort, joué par John Wayne dans le jour le plus long, commandant du 2e bataillon du 505e Pire, se casse la cheville gauche à l'atterrissage. Il rassemble les soldats autour de lui, dont les éléments du 2e bataillon du 506e de la 101e, qui ont raté leur Drop Zone une heure avant. Dans un premier temps, il fait progresser ces éléments selon la direction nord-quart-nord-est, c'est-à-dire vers Neuville-au-Pla. Puis ensuite, il redescend vers Sainte-Mère-Église pour renforcer le 3e bataillon en défense de la ville. Les Allemands, s'étant regroupés au nord et au sud, ils vont essayer de reprendre la ville aux Américains. Dans la Drop Zone T, le commandant en second du 82e, le général James Caving, arrive au nord-est d'Anfreville dans sa Drop Zone. Mais voilà, il est bien seul avec seulement 3 sticks sur les 120 prévus. Dans un premier temps, il part vers l'est en direction de la voie ferrée dans le marais de Merderet. Il est rejoint par le colonel Lindquist du 508e,
qui a complètement raté sa drop zone, ainsi que d'autres éléments perdus du 507e. Leur objectif va être de descendre vers le pont de la Fière en suivant la voie ferrée. Ils récupéreront en chemin d'autres éléments qui eux aussi suivent les rails. Le chef de corps du 507e Pear, le colonel George Milley, qui a atterri au sud-ouest d'Amfreville, rassemble tant bien que mal à peine plus de 2 sticks et lance un premier assaut pour prendre Amfreville. Malheureusement, la ville est très bien défendue par les Allemands. Les Américains se replient donc à l'ouest du lieu-dit Les Landes. Le lieutenant-colonel Charles Timms, parachuté à l'est d'Amfreville avec 30 hommes, entend l'attaque de la ville par le groupe Milley. Il lance un assaut sur la ville par l'est pour mettre la pression. Mais les nombreux Allemands, bien positionnés en défense, repoussent l'attaque. Il se replie en nord et se met en défense dans la campagne pour le reste de la journée. À Grain, les 182 paras parachutés là-bas se mettent en défense. Ils ne seront pas inquiétés avant le 10 juin. Le groupe W du Major Warren, tombé au sud de la Drop Zone N, s'empare des hauteurs au sud de Goetheville et s'y installe en défense. Dès le lever du jour, sa position est attaquée par les Allemands, mais il tient bon toute la journée jusqu'à la nuit. À quelques kilomètres à l'est, le groupe S du lieutenant-colonel Shanley, ne comportant au début qu'une trentaine d'hommes, s'empare du point H30 pour Hill 30, soit la colline de 30 mètres de haut à côté de Caponnet. Ils se mettent en défense. Vers midi, grâce à la radio, plusieurs groupes les rejoignent pour monter l'effectif à la fin d'après-midi à plus de 150 hommes. Malgré quelques attaques, ils s'installent pour la nuit. Le groupe G, qui se regroupe le plus au sud, reçoit l'ordre de prendre le pont de Chef du Pont. Malheureusement, l'objectif sera trop loin pour le groupe et bien défendu. L'objectif du pont au sud-ouest de Chef du Pont ne sera pas rempli au cours de la journée, malgré une attaque d'un groupe venant de la Fière. Justement, revenons au pont de la Fière. Dans la matinée, les troupes du major Frédéric Kellman sont renforcées par celles du général Gavin, de divers sticks du 507e perdu et du groupe L du 508e du colonel Roy Lindquist. Ce dernier, ayant les troupes les plus nombreuses, reçoit le commandement et l'ordre de prendre le pont de la Fière. Il est presque midi lorsque le colonel lance un nouvel assaut sur le pont. Et plus de 550 hommes de tous les bataillons rassemblés. Les combats sont très violents et le hameau de la Fière et son pont sont pris. Les parachutistes de la compagnie G du 507e Pear, commandés par le capitaine Schwarzwalder, réussissent l'exploit de traverser le pont de la Fière, puis la route en direction d'Amfreville. Ils parviennent à établir la liaison avec les autres parachutistes du 2e bataillon du 507e Pear en défense à l'est d'Amfreville, avant de se replier à hauteur de Coquigny. Un point de défense anti-char est mis en place à la sortie ouest du pont, avec 2 équipes de bazookas. Le hameau et le pont sont à partir de ce moment pris sous les tirs d'artillerie du 191e. Au milieu de l'après-midi, une colonne d'assaut allemande attaque le pont. Elle est composée de chars du 100e Panzer, H-39 Auschwitz et d'éléments du 1057e d'infanterie. La première équipe anti-char détruit le char de tête après plusieurs tirs et n'a plus de munitions. Je vous voyais derrière là, pas mal, non? C'est français. À ce moment-là, les Allemands lancent l'assaut, qui est contenu, mais un second char approche. Il est détruit grâce à la seconde équipe anti-char, mais leur bazooka tombe en panne. Les combats étant très violents, l'unité se replie, laissant en place les munitions. Il ne reste plus qu'un seul bazooka sans munitions quand arrive un 3e char accompagné du reste des Allemands. Assistant à cette scène depuis la rive du Merderet, le major Frédéric Kellman et son assistant, le capitaine Dal Roysden, récupèrent des munitions anti-chars et traversent le pont pour ravitailler la ligne de campagne. Ils sont tous les 2 tués sur le chemin. Les pertes sont particulièrement élevées et la défense sur la rive occidentale du pont est sur le point de céder. Constatant que l'équipe anti-char qui s'est repliée a laissé sur place des roquettes de bazooka, le parrain Marcus Heim s'y déplace et récupère les roquettes qui lui manquent et retrouve son chargeur Gordon Prine. Ils parviennent à détruire le 3e char, stoppant ainsi la violente charge allemande le long de la chaussée de la Fière. Ce n'est pas passé loin. À 20h, le lieutenant-colonel Maloney renforce le secteur avec une centaine d'hommes prélevés sur la position défensive de Chef du Pont. Le dernier objectif, la sécurisation du pont au sud-ouest de Chef du Pont, se passe mal. Les troupes à l'ouest du pont sont bloquées par la défense allemande. Dans la matinée, le général Gavin envoie la colonne du lieutenant-colonel Maloney vers Chef du Pont en reconnaissance le long de la voie ferrée. La ville ne semble pas défendue et Maloney atteint sans encombre le centre-ville et la gare du village. Il rend compte à Gavin qui lui envoie une seconde colonne commandée par le lieutenant-colonel Edwin Hotzberg avec ordre de prendre la ville et le pont.
Le nord et l'est de la ville sont sécurisés facilement. Au sud et à l'ouest, les Américains sont bloqués par des éléments du 1057e. Durant plus de 2 heures, les Américains se battent dans Chef du Pont. Les dernières maisons sont sécurisées et une course-poursuite en direction du pont commence pour empêcher les Allemands de se mettre en défense du pont. C'est raté. Les Allemands sécurisent l'est et l'ouest du pont grâce à des points forts préparés à l'avance. L'assaut est quand même lancé sur le pont. Le lieutenant-colonel Edwin Osberg est légèrement blessé. Et les Américains arrivent à prendre uniquement l'est du pont, tandis que les Allemands reçoivent des renforts et tiennent la partie ouest. Tandis qu'à la Fière, la contre-attaque allemande vient d'être lancée. Le général Gavin envoie chercher des renforts depuis Chef du Pont. Il est décidé de laisser en défense le capitaine Roy Creek et 34 hommes, et les autres remontant vers la Fière pour soutenir la défense. En début de soirée, les Allemands, appuyés par une batterie d'artillerie, se lancent à l'assaut du pont. Rapidement, il ne reste plus que 20 hommes de valides parmi les Américains. Des renforts sont demandés. Ils prendront la forme d'un ravitaillement par C-47 qui envoie munitions et surtout un mortier de 60 mm. Un peu plus tard, un peloton de 100 hommes vient renforcer la ligne de défense. Mais avant la tombée de la nuit, l'assaut allemand reprend et les combats intenses se font au corps à corps. Puis l'intensité diminue et les Allemands se retirent à l'ouest du pont. Vers minuit, Chef de Pont reçoit de Les Forges, le renfort venant de troupes de la 4e division d'infanterie débarquées à Utabich le matin même. Le soulagement est grand, surtout qu'à Carquebut, les Allemands sont encore là à moins de 1 km. Tandis qu'il roule avec son aide de camp, le major Barbuza, en direction de Rennes pour aller au Blitzkrieg prévu le 6 juin à 10h. Selon son chauffeur, le général a une intuition qu'il se passe quelque chose de pas normal et ordonne son retour vers le château de Bernaville, localisé dans la ville de Picoville, là où se trouve son quartier général. Alors qu'il est quasiment arrivé à Picoville, sa voiture tombe dans l'embuscade tendue par le lieutenant Bannen, dont le stick s'est perdu ici, lors de son parachutage à plus de 10 km de sa drop zone. Le lieutenant Bannen essaye d'arrêter la voiture, mais celle-ci accélère et tente de l'écraser. Les hommes ouvrent le feu sur le Horch, blessant le chauffeur et tuant le général sur le coup. Le major Barbuza est lui tué quand il essaye de prendre son arme en ayant été éjecté de la voiture. Le lieutenant Bannen découvre alors qu'il a éliminé le premier général de la bataille de Normandie. La mort du général William Fallet est de ces anecdotes uniquement possibles à la suite de hasards s'additionnant, mais ayant au final une grande influence sur le déroulement de la bataille. L'anecdote la plus connue sur le 6 juin 1944, concernant la 82e Airborne, est l'histoire du soldat John Steele, qui, comme on le voit dans Le Jour le plus long, s'est accroché au clocher de Sainte-Mère-Église pendant que sa compagnie F du 505e se faisait massacrer à la descente sur la place du village. Contrairement au film, John Steele se fait capturer par les Allemands Rudolf May et Rudi Escher vers 2h30 qui le décrochent du clocher. Il se fait soigner et est embarqué comme prisonnier quand les Allemands quittent la ville vers 3h30 du matin, quand poussent les premières attaques américaines. John Steele retrouvera son unité le 10 juin sans que l'on sache s'il a été libéré ou s'il s'est échappé. Il sera transféré dans un hôpital en Angleterre. L'opération Boston est terminée. C'est près de 6900 parachutistes de la 82e Airborne qui ont été largués sur le Cotentin. Les parachutages ont été le meilleur et le pire de toutes les opérations prévues ce jour, aussi bien du côté américain que du côté anglo-canadien. Le succès flagrant du parachutage de la 505e pile sur la drop zone a permis de prendre Sainte-Mère-Église rapidement avec une force importante. Cela va stabiliser la poche de la 82e qui devra encore tenir 2 jours avant de faire une liaison stable avec la 4e division d'infanterie et la 101e Airborne. Sainte-Mère-Église sera fortifiée et tiendra aux assauts allemands pour la reprendre. Les autres parachutages ont été une vraie catastrophe, avec les sticks lancés à l'ouest du Merneret n'importe comment. Ce qui a pour conséquence que seul le pont de la Fière est pris, mais reste toujours sur la menace allemande. Le pont de Chef du Pont est fortement défendu de chaque côté du pont. Le seul point positif de cette catastrophe d'éparpillement est le hasard qui a mis le stick du 508e du lieutenant Malcolm Bannen sur le chemin du général William Fallet, commandant en chef de la 91e division. La mort du général handicapera l'efficacité de la division face aux Américains. L'opération Boston a eu le coût le plus important des opérations aéroportées du 6 juin 1944. 66% des effectifs du 82e
sont hors de combat, perdus, capturés ou tués. Il faudra de nombreux jours pour reconstituer une division opérationnelle. Certains sticks ayant été cachés par les habitants rejoindront l'unité près de 30 jours après le parachutage. L'axe principal routier entre Carentan et Montebourg est coupé en deux et fermement tenu. Malgré cela, la jonction prévue n'a pas eu lieu et la 82e est isolée de ses renforts. Il faudra qu'elle tienne encore 36 heures avant d'avoir un renfort stable et qu'un front continu soit créé. Voilà, la 82e et la 101e Airborne sont maintenant déployées dans le Cotentin. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode La 101e Airborne saute en Normandie, Opération Albanie, je vous encourage à aller la voir. Nous allons retourner du côté anglo-canadien. Nous verrons dans le prochain épisode comment le dernier objectif principal des unités aéroportées anglo-canadiennes a été préparé et son déroulement au cours de la nuit. La prise de la batterie de Merville, prise qui verra l'un des plus grands hauts faits d'armes du jour J. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long et à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. À bientôt.